La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ne viendra pas à Kinshasa pour le compte de 9e jeu de la francophonie. Annonce faite par le porte-parole de la responsable du secrétaire de l'OIF. Elle se fera représentée par l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, à l'international, selon les ministères de Finances, l'économie égyptienne a enregistré une croissance de 4,2% au cours de l'exercice 2022-2023 qui s'est achevé le 30 juin dernier, contre 6,2% durant l'exercice 2021-2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, le débat sur la présence ou non de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie est loin de voir sa chute, alors que les directeurs nationaux de jeux de la francophonie et le membre du gouvernement rassurent que Louise Mushikiwabo sera présente à Kinshasa. La porte-parole de la responsable du secrétariat de l'OIF a confirmé son absence ce mardi. Elle confirme son absence ce mardi. Elle dit de l'Organisation internationale de la francophonie, Caroline Hitler, Fiston Oleko, pour ses reportages. Visiblement, c'est pour des raisons administratives que la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, ne sera pas à Kinshasa, confirme sa porte-parole à un média. Selon cette source, la RDC avait annoncé le 21 juin dernier qu'une invitation formelle serait adressée à Mme Mushikiwabo par le ministère congolais des Affaires étrangères. Or, cette invitation n'a jamais été reçue, a précisé Oria Vandé, ce qui a porté à confusion et a poussé la secrétaire générale à reconsidérer son déplacement de la capitale RD congolaise. Jusqu'à ce lundi 24 juillet 2023, l'optimisme régnait encore dans les chefs des autorités de Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ensemble avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kezadi, et le directeur national des Jeux, Isidore Kwanja, ont réaffirmé devant la presse que la Rwandaise Mushikiwabo sera à Kinshasa car il va de soi qu'en tant que co-organisatrice, qu'elle soit là, elle n'a pas besoin d'invitation. Une possibilité qui perd toutes ses chances de se réaliser. Il faut dire que cette 9e jeu de la francophonie intervient dans un contexte de tension entre le Rwanda et la RDC, car Kinshasa reproche à Kigali de soutenir le M23 qui agresse sa partie orientale, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Pour montrer sa désapprobation, Kinshasa ne manque aucune occasion dans les forums internationaux de pointer du doigt Paul Kagame et son armée. C'est dans cette logique que, lors du 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie tenu en Tunisie, le Premier ministre Sama Lukonde a récusé l'idée de poser sur la même photo de famille que Paul Kagame. À l'approche du 9e jeu de la francophonie, les gouvernements rassurent sur la sécurisation de l'événement qui se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 dans une logique des zéro accidents impulsée par le chef de l'État. Le vice-premier ministre Peter Kezadi a mis en garde tout celui qui pourrait s'hasarder à créer une situation d'insécurité. Les directeurs de jeu appellent les Congolais à la prudence. Les deux personnalités étaient devant la presse avec le porte-parole du gouvernement. C'est lundi 24 juillet. Suivez. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, nous en appelons à la conscience nationale pour que nous puissions organiser ces jeux qui a un caractère international. Il y va de l'image de notre pays. Il se pose les problèmes de la sécurité dont je suis le responsable. Je voudrais ici rappeler que la sécurité, c'est une affaire de tous. Il faut que chacun veille sur l'autre pour que nous puissions nous sécuriser mutuellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que celui qui veut manifester ces jours-là ou pendant les jours des Jeux s'organise pour manifester un peu plus loin des Jeux pour ne pas porter atteinte à l'organisation. Je l'ai dit et je le répète, celui qui viendra se heurter à l'organisation pourra être isolé jusqu'à le temps nécessaire jusqu'à la fin des Jeux et il y aura la fermeté puisque on ne joue pas avec la sécurité
lors de si grands événements. Cela se passe partout au monde. Et venir perturber l'ordre signifie que vous sabotez les pays, vous n'êtes pas patriote, vous serez considéré comme l'ennemi de la République. Et ça, je peux garantir que l'ordre, la sécurité sera respecté, sinon imposé. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Directeur de jeu. Oui, je voudrais juste lancer aussi un appel, comme m'a dit Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous devons être des patriotes. Et avant, pendant et après les Jeux, tout ce que moi je peux demander à tous nos compatriotes, c'est que nous devons être tous vigilants. Si vous constatez quelque chose d'anormal, essayez d'informer rapidement les autorités pour que l'on puisse prendre les dispositions nécessaires. Lorsqu'il y a des événements pareils, il y a certains aventuriers qui essayent de s'hasarder à troubler l'ordre public. Je pense que, comme on a dit, la sécurité, c'est une affaire de tous. Si vous constatez quelque chose qui est anormal, rapidement, donnez l'information, parce que, comme a dit le Président de la République, donc, zéro incident. Nous voulons que ça se passe comme ça s'est passé avec la visite du pape. Tout s'est bien passé. Nous aimerions également que pendant les Jeux de la francophonie, tout se passe correctement. Ça sera pour l'honneur et la fierté de notre pays. Voilà. À seulement quelques heures du coup d'envoi de 9e jeu de la francophonie, les autorités congolaises rassurent quant à la sécurisation de jeux de la capitale et de ses environs. Qu'en est-il alors de l'activisme de la milice Mobondo qui a paralysé une partie de la province de Maïndombe, Kwango et Kwilu? Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité affirme que la milice a été contenue. Je vous propose de suivre Peter Kazadi dans cet extrait. Comme vous savez, il y a depuis un temps, le commandant suprême avait ordonné la mise en place d'une force interarmée qui comprend l'armée, la police et tous les services de renseignement. Cette force a eu à pacifier tout le long du fleuve Congo et la ville de Kwamut. Les insurgés, si on peut ainsi les appeler, ce qu'on appelle Mobondo, s'étaient retirés dans la profondeur. Et c'est là qu'ils ont pu continuer à commettre des actes d'insécurité. Aujourd'hui, on a pris des dispositions pour essayer de les contenir tout en évitant des dégâts humains. C'est ça la stratégie mise en place. J'ai eu à le dire lors du débriefing passé. Les soucis est d'éviter au maximum des dégâts humains. Donc, nous sommes en train de les contrôler, de les contenir, et ça diminue de plus en plus. Si vous suivez bien, l'ampleur qu'il y avait auparavant n'est plus la même aujourd'hui. Et nous pensons, puisque nous combinons les dialogues avec la pression militaire, et à un moment donné, nous pensons que nous allons mettre fin à ce phénomène qui est effectivement en train de tendre vers sa fin. Et puis, une brève dans ces journaux, mesdames et messieurs, vous le savez, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoi Kadima, a été réhabilité dans ses fonctions à l'organe délibérant de Kinshasa. Mais Godempoi n'en a pas fini avec les ennuis puisqu'une plainte a été déposée à la justice contre lui par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, à travers ses avocats. Le gouverneur Ngobila saisit la Cour de cassation contre Godempoi pour, je cite, diffamation, imputation dommageable notamment. Et puis, le 2 août 2023 débutera l'opération de délivrance progressive de duplicata de la carte d'électeur dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette opération concerne toutes les personnes ayant perdu leur carte d'électeur, mais également ceux détenteurs de cartes dont les écrits s'effacent déjà. Annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, dans un communiqué rendu public ce lundi 24 juin 2023. Suivez.
La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, annonce à partir du 2 août 2023 les débuts de l'opération de délivrance progressive de duplicata de la carte électeur. Cette démarche de la centrale électorale est conforme à l'article 27 de la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo qui stipule qu'après l'opération des révisions du fichier électoral, les duplicata de la carte électeur sont délivrés uniquement à l'antenne de la CENI située au chef-lieu de chaque territoire et dans chaque ville. À en croire l'institution organisatrice des élections en République démocratique du Congo, la délivrance des duplicata concerne aussi bien les électeurs qui ont perdu leur carte que ceux détenteurs de cartes électeurs dont les écrits s'effacent au fil des jours. Selon la CENI, pour les électeurs ayant perdu leur carte électeur, la procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata est la suivante. Il faut attester la perte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre un procès verbal de perte de la carte d'électeur. Il se présente ensuite à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription muni du dit procès verbal. Il sera appelé à remplir un formulaire de demande de duplicata si le chef d'antenne de la CENI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne. Renseigne la CENI dans un communiqué rendu public au C24 juillet 2023. Et en ce qui concerne les électeurs dont les écrits sur les cartes sont effacés ou sont devenus illisibles, ils sont donc priés de se présenter aux antennes de la CENI du ressort de leur centre d'inscription muni de la carte défectueuse pour se faire délivrer la carte d'électeur des remplacements. D'après le même document, la délivrance des duplicata de la carte d'électeur est gratuite au niveau de l'antenne de la CENI. Par ailleurs, la Commission électorale nationale indépendante attire l'attention de la population congolaise sur l'exigence des réseaux des productions de faux duplicata de cartes d'électeur. Il invite les services compétents à démanteler, démasquer et décourager ces réseaux afin de soumettre leurs auteurs à la rigueur de la loi. Et puis, le programme de développement local de 145 territoires est en train de prendre de plus en plus forme. Dans son volet infrastructure routière, c'est mardi 25 juillet, au nom du Premier ministre, le directeur de cabinet Paul Gaspard Ngandanko-Nkoy a visité le site de l'office de route où sont entreposés les matériels destinés au montage de ponts pour les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Par la même occasion, il a visité un pont modèle déjà monté sur place. Les premiers lots de matériel est déjà arrivé devant permettre de monter près d'une centaine de ponts métalliques. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément. La mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires est dans sa phase de construction des infrastructures sociales, mais aussi celles où vont abriter les institutions locales. Avec l'arrivée de ces ponts dans le site de l'Office des routes, ce programme du gouvernement va prendre corps dans son volet infrastructure routière, d'où le satisfecit du directeur de cabinet du Premier ministre. Je suis venu me rendre compte de l'exécution du programme d'action du gouvernement, volet route. Vous savez que le gouvernement, dans le cadre de son programme approuvé par le Parlement, par l'Assemblée nationale, et plus spécialement dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, a commandé des ponts pour nos rivières à travers l'ensemble de la République. L'Office des routes, qui est l'exécutant du gouvernement en la matière, a signé un contrat avec une société française pour la construction des ponts métalliques. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suis venu me rendre compte de l'effectivité de ce programme. Il y a déjà tout un lot, un premier lot qui est arrivé, un deuxième va arriver et un troisième encore. Tout cela va être déployé sur l'ensemble du territoire national. La direction générale de l'Office des routes a parlé de cette visite comme un acte encourageant au regard du travail que cette structure étatique abat. Ces ponts acquis sont dans la première phase des 44 ponts et le déploiement dans les provinces interviendra incessamment. Bien calé dans le siège conducteur de sa peloteuse de la firme chinoise Sinohydro 14, le ministre Alexis Gisaro Monvoni a lancé le samedi 22 juillet le travaux de finalisation de projet des réhabilitations de la route
Bukavu-Kamanyola et de la route du nouveau stade du Bukavu et du groupement Nyangezi. Outre les lancements officiels, la cérémonie a été marquée par les allocutions d'usage. De plus amples détails, bien sûr, dans cet élément. Bien calé dans le siège conducteur de la pelleteuse de la firme Sino-Hydro 14, Alexis Guizaro a lancé les travaux de finalisation du projet de réhabilitation de la route Bukavu-Nyangezi-Kamanyola et du nouveau stade de Bukavu au groupement Nyangezi le samedi 22 juillet 2023. Outre ce lancement officiel, la cérémonie a été marquée par les allocutions d'usage. L'administrateur du territoire de Walungu a dit la bienvenue à l'assistance et Théo Ngwabidje, gouverneur de province et hôte de la cérémonie, a rappelé les attentes de la population sur ce projet routier au grand enjeu sur le plan économique et ce stade qui va améliorer la pratique du sport roi, le football. La route nationale numéro 5, surtout la partie Bukavu-Kamanyola, constitue une route de souveraineté au regard des situations désagréables auxquelles nos compatriotes sont soumis lorsqu'ils sont obligés d'emprunter la route d'un pays voisin. Son achèvement constituera, nous n'en doutons pas, non seulement une fierté nationale, mais surtout une réponse du chef de l'État à la requête des populations d'ici Kivu. Ayant pris la parole, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, a notamment insisté sur le caractère souverain de cette route. Il est inconcevable que vous passiez par la maison du voisin pour vous rendre dans une autre pièce de votre propre maison. C'est pourtant ce qui se vit ici, du fait de l'impraticabilité de la route. À l'achèvement de ces travaux, ça ne sera plus le cas. Voilà pourquoi nous tenons à saluer cette matérialisation de la volonté ainsi la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui tient à rendre à notre pays et à notre peuple sa souveraineté. En Kiswahili, langue vernaculaire locale, le ministre harangue la foule, expliquant le souci du pouvoir de redonner vie à ce milieu. Grâce à ses investissements dans le domaine des infrastructures, il en obtient des ovations pour le président de la République. Les politiciens, il faut baache bitu ya maneno tu. Tunataka sasa matendo. Na matendo njoi. Matendo haikukuya na président mwingine, inakuya na président wetu Monsieur son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton. Tumipigie tena mikono. Il formule un vœu pour le football local. Wanasemaka eri mwisho kuliko mwanzo. Gouvernement yetu haiko gouvernement ya projet inachevé. Ni gouvernement ya projet achevé. Tunataka kufika kumwisho. Hii stade nayo tutalancer ma travaux yake. Le financement est l'œuvre du partenariat entre la RDC et la Chine à travers la SICOMINE. Pour la route, sur les 55 km concernés, 10 avaient été réalisés lors du précédent financement. Quant au stade, dont les grosses œuvres sont complètement réalisées, il sera notamment question dans cette deuxième phase de la pose des sièges et l'aménagement de la voie d'accès, en plus de la pose du gazon synthétique. Et puis une brève dans ces journaux dans le cadre de la coopération entre le gouvernement de la République démocratique, de la République populaire de la Chine et de la République démocratique du Congo, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, est bénéficiaire d'un projet de construction d'un centre ultra-moderne de formation et pour concrétiser ces projets a été réalisé ce mardi 25 juillet par la gouverneure de la province Fifi Masuka du PCA de l'INPP Jean-Marie Lukulassi et tant d'autres autorités congolaises. Nous y reviendrons, mesdames et messieurs, dans nos prochaines éditions. Une autre manière de vous informer, c'est aussi au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, place à la page internationale.
l'Égypte où le taux de croissance annoncé par le gouvernement égyptien est supérieur aux prévisions du FMI qui avait estimé en avril dernier que le PIB du pays et le plus peuplé d'Arabes ne devrait progresser que de 3,7% durant l'exercice 2022-2023, selon le ministre de Finances. L'économie égyptienne a enregistré une croissance de 4,2% au cours de l'exercice 2022-2023 qui s'est achevé le 30 juin dernier contre 6,2% durant l'exercice 2021-2022. Suivez cet élément avec un commentaire de Jojo Moulamba. La croissance de l'économie égyptienne a atteint 4,2% durant l'exercice 2022-2023. Ce taux de croissance est supérieur aux prévisions du Fonds monétaire international qui avait estimé en avril dernier que le PIB du pays le plus peuplé du monde arabe ne devrait progresser que de 3,7% durant l'exercice 2022-2023. Selon les données du ministère des Finances égyptien, les recettes de l'État ont augmenté de 12,5% durant l'exercice écoulé, comparativement à l'exercice précédent, alors que les dépenses publiques ont enregistré une hausse de 16,7% en glissement annuel. Le déficit budgétaire s'est établi à 6,2% contre 6,1% pour l'exercice 2021-2022, en raison notamment de la hausse de taux d'intérêt, de variation du taux d'échange et des effets inflationnistes. Le maintien du niveau de déficit à 6,2% dans un contexte marqué par de fortes turbulences à l'échelle mondiale atteste de la capacité de l'État égyptien à gérer les finances publiques avec sagesse. Toujours à l'international, l'heure est à l'inquiétude dans l'industrie mondiale du cacao. Selon les données relayées par Bloomberg, les broyeurs mondiaux se sont affichés à la baisse dans les principales zones de la transformation sur les seconds trimestres écoulés. Le détail dans ces volumes traités en Amérique du Nord a chuté à 102 493 tonnes, en Asie 2013 977 tonnes de cacao ont été broyées sur les seconds trimestres 2023, alors qu'en Europe, le volume transformé a reculé à 343 283 tonnes. Jojo Moulamba, toujours pour le commentaire. Le segment de transformation du cacao a connu un ralentissement mondial au second trimestre 2023. À l'origine de cette baisse généralisée, l'appréciation de prix de plusieurs matières premières entrant dans la fabrication de chocolat, dont en tête le cacao. Le prix de contrats futurs à Londres ont déjà gagné 22% cette année sur fond de prévision d'approvisionnement en baisse sur le marché du fait de conditions sèches en Côte d'Ivoire, le premier fournisseur mondial. Parmi les autres ingrédients essentiels figure le sucre brut qui a atteint à la fin du mois d'avril un pic de 11 ans au-dessus de 27 cents pour la livre. Dans un tel contexte de hausse de coûts de production, le marge des industriels s'effrite et ceux-ci revoient leurs opérations à baisse. Les fabricants cherchent toujours des moyens pour préserver leurs marges. Cela passe par la réduction de la taille de barres de chocolat ou une baisse du volume de chocolat fondu sur le biscuit. Plus globalement, les ralentissements du segment de la transformation est une nouvelle ombre au tableau sur le marché mondial du cacao dont les déficits en 2022-2023 pourraient être plus importants que les 142 000 tonnes prévues précédemment selon l'ICO. Par ailleurs, à l'heure où les stocks mondiaux sont à leur plus bas depuis 3 décennies, certains analystes anticipent déjà une troisième année consécutive de déficits en 2024-2025. Nous voici arrivés à la fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de cette édition. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie ne viendra pas à Kinshasa pour le compte du 9e jeu de la francophonie. Annonce faite par les porte-parole de la responsable du secrétaire de l'OIF. Elle se fera représenter par la responsable de l'Organisation internationale de la francophonie. Et puis, à l'international, selon le ministre de Finances, l'économie égyptienne a enregistré une croissance de 4,2% au cours de l'exercice 2022-2023 qui s'est achevé le 30 juin dernier contre 6,2% durant l'exercice 2021-2022.
Nous voici à la fin de cette grande édition de journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons en compagnie du programme de Géopolis Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.